Mes chers collègues, j'ai reçu de Roland Museau et des membres du groupe de la gauche démocrate et républicaine une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement sur le projet de loi autorisant la ratification du traité instituant un mécanisme européen de stabilité. La parole est à Jean-Pierre Brard pour une durée ne pouvant, Monsieur Brard, en aucun cas excéder 30 minutes. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Pierre Lequillier vient de terminer en disant qu'il disait la vérité. Et comme Nicolas Sarkozy le dirait, la vérité si je mens. Parce que qu'est-ce que nous venons d'entendre de vous, Monsieur le Ministre, jusqu'au rapporteur? Nous venons d'entendre les adorateurs du veau d'or qui se perdent dans les approximations pour nous enfumer. Solidarité, oui. Il a raison, Pierre Lequillier. Solidarité avec Warren Buffett, avec Soros, avec la Deutsche Bank, avec la BNP, avec la Société Générale, avec les capitalistes que vous remplumez chaque jour davantage comme s'ils en avaient besoin. L'exercice auquel je vais me livrer au nom du groupe des députés du Front de gauche est un exercice de pédagogie politique, pas pour vous convaincre, Monsieur le ministre, puisque le président de la République ne vous a pas fourni le sonotone, mais pour m'adresser aux personnes qui sont dans les tribunes et qui nous regardent sur Internet, pour expliquer ce que vous dissimulez. Il faut que nos concitoyens saisissent bien les enjeux de ces deux textes, qu'ils sachent la vérité que le gouvernement veut imposer aux parlementaires dans le cadre d'une procédure accélérée. Il faut que nos concitoyens puissent, en connaissance de cause, se déterminer pour les choix qu'ils auront à faire ces 3 prochains mois. Qu'ils sachent enfin que seuls les députés du Front de gauche ont demandé à ce que ces projets de loi se concluent par des votes solennels et qu'ainsi chacun puisse apprécier le vote de chaque parlementaire sur ces textes qui remettent en cause la souveraineté de nos États et engage l'Europe dans la voie d'un fédéralisme caporalisé. L'absence de débat public et les silences coupables des médias sur ces questions nous interrogent sur l'état de notre démocratie. Les Français, eux, ne sont pas dupes. Ils savent qu'aujourd'hui, c'est mardi gras. Ils savent qu'après les masques, qu'après le carnaval, viennent toujours le mercredi des cendres, le jeûne, le carême et l'abstinence. L'abstinence auquel vous voulez soumettre les Français, les dizaines et les dizaines de mails que nous recevons tous le prouvent. Nos concitoyens sont inquiets. Inquiets du manque de débat citoyen, inquiets des prises de position peu claires de certains élus, inquiets de ce putsch austéritaire qui se joue, comme le dirait notre ami Pierre Laurent, secrétaire national du PCF. Et nous ne pouvons, hélas, que leur donner raison et relayer leurs inquiétudes. Mais avant de faire la lumière, mes chers collègues, sur les projets funestes de M. Sarkozy et de Mme Merkel pour l'Europe, j'aimerais faire un petit rappel historique qui remette nos débats d'aujourd'hui dans la perspective historique de notre nation. J'aimerais rendre hommage à Spartaco Fontano, ajusteur italien, à Joseph Bokshoff, ingénieur chimiste hongrois, à Marcel Reimann, ouvrier polonais, à Celestino Alfonso, républicain espagnol, à Misak Manouchian, poète arménien, qui il y a 68 ans, jour pour jour, le 21 février 1944, sont morts pour que vive la France où ils avaient choisi de vivre. Ils voulaient fonder, comme le précisera un an plus tard le programme du CNR, une république, je cite, nouvelle, qui rende aux institutions démocratiques et populaires l'efficacité que leur avaient fait perdre les entreprises de corruption et de trahison qui précédèrent la capitulation. Fin de citation. 68 ans plus tard, le sens de leur combat est foulé aux pieds. Leur mémoire est de nouveau trahie. On savait depuis le mois d'octobre 2007, grâce à l'ancien numéro 2 du MEDEF, Denis Kessler, qui s'était laissé aller à la confidence dans la revue Challenge, que le gouvernement français s'employait, je le cite, à sortir de 1945
et à défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Fin de citation. Nous savons désormais, grâce à ces deux projets de loi que vous nous présentez aujourd'hui, que cette stratégie du gouvernement est en fait une stratégie européenne concertée. Le président de la République l'a d'ailleurs formulé clairement le 1er décembre dernier lors de son meeting de Toulon. Je le cite, « Chacun doit comprendre qu'il n'y a pas de différence entre la politique intérieure et la politique extérieure, entre la politique nationale et européenne. » Voilà, mes chers collègues, qui fait froid dans le dos. Car la stratégie retenue par les gouvernements européens afin de, je le cite toujours, préserver la stabilité financière en Europe et celle de la gouvernance contre la démocratie, c'est celle, comme dira Angela Merkel, de la discipline et du contrôle comme la solidarité et la libre association. Comment c'est pas bien? Qui parle de discipline? Qui dit qu'il faut faire rentrer les peuples du Sud dans le rang? Qui demande au peuple grec de vendre ses îles? C'est le gouvernement allemand. Vous voulez nous faire taire, monsieur de Courson, mais vous ne nous ferez pas plus taire que les contre-révolutionnaires n'ont réussi à faire taire votre aïeul, le Pelletier de Saint-Fargeau. Vous voulez vous attacher, dites-vous, à prévenir les déséquilibres, à surveiller les politiques nationales pour favoriser des politiques budgétaires saines, avec Mme Merkel et M. Sarkozy. Surveiller et punir devient la nouvelle devise de l'Union européenne. Les peuples n'ont que faire de votre hygiénisme économique et de votre orthopédie financière. Ils n'ont que faire d'un système carcéral transposé aux finances publiques. Ils veulent reprendre en main leur destin confisqué par la finance et que des technocrates européens s'apprêtent sous la houlette d'un directoire franco-allemand à sanctuariser. Les peuples, mes chers collègues, refusent de payer pour une crise qui n'est pas la leur. Avec votre projet de fonds monétaire, l'austérité pratiquée ces 10 dernières années en Allemagne et les mesures de régression sociale de ces 5 dernières années en France vont devenir le modèle de développement unique des États européens, leur seul horizon. Le carcan de la rigueur budgétaire va peser ad vitam aeternam sur les épaules de chacun des peuples de l'Union européenne. Pourtant, ce modèle allemand que vous portez au nu à droite et dont le président de la République se sert comme alibi pour casser notre modèle social, l'immense majorité des citoyens allemands eux-mêmes le détestent. Ils sont 73% à le considérer comme injuste. Quel est ce pays modèle où en 10 ans, l'espérance de vie des plus pauvres a reculé de 2 ans? Quel est ce pays modèle que vous idolâtrez, dans lequel 600 000 retraités de 65 à 74 ans sont obligés de chercher des emplois non qualifiés à temps partiel et sans protection sociale pour survivre? Quel est ce pays modèle dans lequel 20% des travailleurs sont des travailleurs pauvres? L'Allemagne, c'est le pays d'Europe où l'on a créé le moins d'emplois depuis 20 ans. C'est celui où la hausse des inégalités de revenus a été la plus forte, celui encore où la part des salaires dans la richesse créée a le plus baissé, où le pourcentage de chômeurs indemnisés a le plus fortement chuté, un pays où le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté atteint 17% contre 13% en France, un pays où 10% de la population est obligée de fréquenter régulièrement les soupes populaires pour se nourrir. Un emploi sur 3 n'y est ni à plein temps, ni à durée indéterminée. Un emploi sur 10 en Allemagne est un job payé moins de 400 € par mois. Le pourcentage des emplois à bas salaire a augmenté de 6 points et 2,5 millions de personnes travaillent aujourd'hui en l'absence de salaire minimum pour moins de 5 € de l'heure. Voilà votre idéal à droite. Et à chaque fois, décidément, que vous prenez l'Allemagne pour modèle, c'est chaque fois dans la mauvaise direction. Nous, nos références, ce n'est pas Sainte-Angèle de Germanie, mon cher collègue. C'est Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht qui vous font encore froid dans le dos aujourd'hui. Voilà
les résultats de la discipline pour les finances publiques et de la dérégulation du code du travail pour les salariés, les chômeurs et les retraités. Si vous le dites que c'était mieux en Allemagne de l'Est, sûrement avez-vous raison. Voilà votre Allemagne, mes chers collègues, classée 9e au rang des paradis fiscaux. La source Financial Secrecy Index d'octobre 2011. Cette Allemagne que vous idéalisez, c'est le jardin d'Éden pour le patronat et la descente aux enfers pour une majorité d'Allemands. Votre modèle, c'est un village Potemkin que vous construisez de toutes pièces pour casser le code de travail et imposer partout en Europe la loi des financiers. Après le modèle américain et ses subprimes en 2007, voilà que le président Sarkozy essaie de nous vendre la prétendue vertu allemande et son efficacité. On le sait, depuis la révolution de 1789, la droite a toujours eu besoin de s'appuyer sur des modèles venus de l'étranger pour imposer ses choix politiques réactionnaires. Mais ce qui est, moi je n'ai jamais été Coblençard, mon cher collègue, et je n'ai jamais été, quand il s'agit de l'intérêt national et du patriotisme, du mauvais côté. Mais ce qui est en préparation actuellement dépasse tout ce qui a pu être fait jusqu'à présent. La situation en Grèce, monsieur de Courson, vous qui ne jurez que par l'ancienne Union soviétique, la situation en Grèce, transformée en laboratoire du capitalisme européen, devrait pourtant vous convaincre, mes chers collègues, que les propositions que vous portez, les solutions que vous imposez ne sont pas les bonnes. Vous refusez de voir la réalité en face et votre aveuglement idéologique, votre idolâtrie austéritaire, la haine de l'État social pour certains d'entre vous condamne les peuples à la misère et au dénuement. À Athènes, la situation sociale est devenue dramatique. La population est à bout. Comme l'écrit Pierre Salignon dans le rapport 2011 de Médecins du Monde, je le cite, en Grèce, pour les plus précaires, il n'est plus question d'austérité, mais de survie. Fin de citation. Les conventions collectives en Grèce ont été supprimées, le salaire minimum baissé de 22%, les retraites amputées de 15%. La malnutrition fait des ravages dans les écoles primaires où les manuels scolaires n'ont pas été distribués cette année. La faim a fait son apparition dans les grandes villes du pays, où l'on voit désormais des SDF par milliers se presser dans les soupes populaires. Désormais, sur 11 millions d'habitants, la Grèce compte officiellement 3 millions de pauvres, près de 30% de la population. Le chômage touche plus de 20% des actifs et 40% des jeunes entre 15 et 24 ans. Les Grecs en sont réduits à abattre les arbres de leurs forêts pour se chauffer, incapables de payer le mazout ou l'électricité, dont les prix se sont envolés, respectivement plus 100% et plus 50% en un an. Au moment où le peuple grec en a le plus besoin, sous la pression de la Troïka, c'est-à-dire la Banque centrale, le FMI et l'Union européenne, le chef du gouvernement grec, non élu et donc illégitime, coupe à la hache dans les aides sociales et les structures d'accueil. C'est là la condition sine qua non imposée par Bruxelles pour le déblocage de l'aide de l'Union européenne. Cette aide n'est pourtant pas destinée au développement social dont la Grèce a un besoin vital, mais à garantir le remboursement des dettes de l'État grec aux banques françaises et allemandes notamment. À cause d'une saignée de 40% dans le budget du secteur hospitalier, les soins ne peuvent plus être assurés partout. Certains laboratoires pharmaceutiques refusent de livrer des médicaments aux centres de soins et aux pharmacies de peur qu'ils ne puissent pas payer. Les hôpitaux sont contraints de décliner les admissions pour les cas les moins graves. De 25 à 30% des personnes qui se présentent dans les hôpitaux grecs sont refusées. Plusieurs hôpitaux ont ainsi refoulé des femmes enceintes qui étaient incapables de payer les 900 € qui leur étaient demandés. L'usage des drogues explose, plus 20% pour l'héroïne, de même que la prostitution.
Les cas de contamination VIH, plus 54% depuis 2010. Et les suicides, plus 40% en 2 ans. Après 8 ans de plans successifs d'austérité, après 8 plans d'austérité successifs, la Grèce est à genoux et certains voudraient la voir ramper à plat ventre. C'est mal connaître le peuple grec, sa fierté et sa dignité. Chaque jour ou presque, de nouvelles conditions toujours plus drastiques et antidémocratiques sont infligées ou tentent de l'être au peuple grec, mises sous tutelle du pays en le plaçant sous l'administration d'un commissaire européen, création d'un compte bloqué dans les finances publiques consacré au versement des intérêts de la dette, garantie des nouvelles obligations grecques par des biens publics privatisables, impôts directement collectés par les banques. Ça nous rappelle, Monsieur le ministre, les fermiers généraux auxquels on a coupé le cou au moment de la Révolution. Le mépris affiché des gouvernements européens en général et du gouvernement allemand en particulier pour le malheur grec est devenu insoutenable. Que croyez-vous que les Grecs ressentent quand Wolfgang Schäuble, le ministre allemand de l'économie, déclare, je le cite, que leur pays est un puits sans fond, que les Européens ne savent plus apprécier ce qu'ils ont et que l'Europe grandit avec les crises? Que devons-nous penser lorsque Guido Westerwelle, ministre allemand des Affaires étrangères, déclare, je le cite, que les pays qui doivent être placés de manière prolongée sous la protection du Fonds de secours de la zone euro doivent aussi être prêts à renoncer, écoutez bien, à certains pans de leur souveraineté, notamment pour que l'on puisse intervenir dans leurs budgets nationaux. De la même façon, les sacrifices de souveraineté auxquels appelait le 30 novembre dernier le président du Conseil de l'Europe et vers lesquels Nicolas Sarkozy souhaite nous conduire, je le cite, à marche forcée, c'était dans sa conférence de presse, M. Leonetti, du 5 décembre 2011, sont inadmissibles. Mais oui, parce que, vous savez, il faut toujours écouter l'adversaire pour le critiquer à bon escient. Vous devriez faire la même chose. Vous le faites, mais lui ne le fait pas parce qu'il est autiste. Comme le proclame l'article 3 de notre Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants. Monsieur le ministre, l'en dessaisir, c'est le trahir, c'est trahir notre pacte républicain. Mes chers collègues, comme le disent nos camarades grecs, nous ne prospérerons pas au milieu des ruines des sociétés européennes. Notre impératif catégorique, c'est la solidarité désintéressée et inconditionnelle pour bâtir avec les Grecs, avec les Allemands, les Portugais et tous les autres une Europe démocratique, prospère et pacifique, digne de son histoire et fière de ses luttes et non de ses capitulations. Le président français, la chancelière allemande et ceux de Goldman Sachs veulent faire de la Grèce un exemple pour nous faire peur, pour que nous votions sans les regarder de trop près ces textes qui, sous couvert de solidarité, cherchent à constitutionnaliser l'austérité et à placer nos États sous tutelle. Ils écrasent de leurs talons de fer, comme aurait dit Jack London, la patrie de Solon et de Périclès pour que nous acceptions leur chantage odieux qui conditionne la carotte au bâton et l'assistance à la punition. Monsieur le ministre, ce mécanisme européen de stabilité que, par abus de langage, vous appelez mécanisme européen de solidarité, n'est rien moins qu'une attaque contre la démocratie, une remise en cause de notre Constitution et plus largement une remise en cause de la souveraineté des peuples d'Europe et de la nôtre en particulier. Et tout cela se passe dans un secret et un silence politique et médiatique assourdissant. Comme l'a rappelé notre camarade Jean-Luc Mélenchon, même pour les députés européens, il a été quasiment impossible de savoir comment se déroulaient les négociations. En 1814, monsieur le ministre, vous n'y étiez pas et moi non plus, dans un ouvrage intitulé « De la réorganisation de la société européenne », nos citoyens Saint-Simon
avertissait pourtant ses contemporains, je le cite, écoutez bien, il y a matière à réflexion pour vous, des obscurités de la politique naissent les troubles de l'ordre social. La situation quasi insurrectionnelle de la Grèce devrait inciter nos chefs d'État à un peu de prudence et à une plus grande transparence, à défaut de respect démocratique dont ils n'ont que faire. Avant de me pencher sur ce mécanisme de stabilité que vous nous présentez, j'aimerais dire deux mots de l'autre texte que nous discutons aujourd'hui, celui ratifiant la décision du Conseil européen de réviser l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pour la clarté de nos débats, je rappellerai que cette révision est un préalable indispensable à la création du MES. Ce texte permet en effet de contourner l'article 125 du traité de Lisbonne qui interdit à l'Europe de renflouer un État qui connaît de graves difficultés financières. C'est la fameuse clause du no bail-out, ou non-renflouement, selon laquelle l'Union européenne ne, je cite, ne répond pas des engagements des autorités publiques d'un État membre, ni ne les prend à sa charge. Pour dépasser ce blocage institutionnel, vous nous demandez d'approuver l'ajout du paragraphe suivant, et je demande à ceux qui nous écoutent, en particulier sur Internet, de bien écouter surtout la dernière phrase. Je lis. Les États membres dont la monnaie est l'euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. Et écoutez bien, l'octroi au titre du mécanisme de toute assistance financière nécessaire sera subordonné à une stricte conditionnalité. D'abord l'acceptation de l'esclavage et après une louche dans la gamelle. Eh bien, nous ne sommes pas pour cette relation entre les peuples. Cette décision a été adoptée conformément à la procédure de révision simplifiée visée à l'article 48, paragraphe 6 du traité sur l'Union européenne, dit traité de Lisbonne, signé contre l'avis du peuple français le 13 décembre 2007 et qui autorise le Conseil européen à adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union. Cette décision ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans les traités et son entrée en vigueur est subordonnée à son approbation ultérieure par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Cette procédure allégée permet donc au Conseil européen de ne pas ouvrir la boîte de Pandore d'une renégociation du traité de Lisbonne auquel les Français ont déjà dit non par référendum en 2005. Volonté populaire violée par Nicolas Sarkozy. L'absence formelle de transfert de nouvelles compétences à l'Union européenne permet enfin, et l'exposé des motifs de votre projet de loi est très clair sur ce point, d'éviter les fourches caudines des procédures nationales de ratification par voie référendaire, ce qui vous effraie. Pour les défenseurs du MES, il n'y aurait pas de façon formelle accroissement des compétences de l'Union, puisque le MES ne serait pas une institution de l'Union, mais une organisation internationale dont le siège sera au Luxembourg, tout juste sorti de la liste grise des paradis fiscaux en juillet 2009. Or, mes chers collègues, le traité créant le MES indique très clairement que l'Union, via la participation de la Commission européenne, de la Banque centrale et de la Cour de justice au mécanisme, accroîtra très sensiblement ses compétences au détriment de la souveraineté des États. Monsieur le ministre chargé des Affaires européennes, pouvez-vous répondre très clairement aux Français qui nous regardent et nous écoutent et qui s'interrogent sur ce point? La modification, vous voudriez bien qu'ils décrochent et qu'ils ne nous écoutent plus pour que vous fassiez vos coups tordus dans l'ombre, mais les Français ont la fibre patriotique et cette fibre patriotique les tient les yeux et surtout les oreilles ouvertes, ce que vous voudriez bien ne pas voir ni subir. Alors, Monsieur le ministre, pouvez-vous répondre à cette question? La modification de l'article 136
par la voie de la procédure de révision simplifiée est-elle légale ou ne l'est-elle pas? J'en viens maintenant à votre second projet de loi, celui qui nous propose de valider la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité signé le 2 février dernier à Bruxelles par les États membres de la zone euro. Avant d'aller plus loin et toujours dans un souci de clarté, ne vous en déplaise, il faut rappeler à ceux qui nous écoutent que le MES et l'assistance financière conditionnée qui va avec ne pourront être mis en place que dans les États qui signeront le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union économique et monétaire. Il s'agit du traité qui devrait être signé dans 10 jours, le 1er mars. Tout ça à la va-vite, à l'esbrouf, et qui prévoit entre autres réjouissances une règle d'or fixée à 0,5% du PIB, un budget des administrations publiques obligatoirement en équilibre, des mécanismes de sanctions financières automatiques, un examen préalable à Bruxelles des projets de loi de finances, et tout cela sous la forme, je cite, de dispositions contraignantes et permanentes s'imposant pleinement aux lois de finances nationales. Voilà ce que vous faites de notre souveraineté nationale, vous la vendez aux représentants du grand capital. Que devient l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui stipule, c'est notre héritage révolutionnaire que nous devrions avoir en partage et que vous piétinez aujourd'hui? Cet article dit: les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Fin de citation. Que devient l'article 3 de notre Constitution qui proclame, je cite, que la souveraineté... Vous ne voulez pas qu'on relise les textes fondamentaux parce que vous êtes en train de les trahir et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple. L'article 3 dit « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » Que devient l'article 39 de la Constitution qui stipule que les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale et non pas des représentants étrangers qui piétinent les droits de notre peuple, Monsieur Roubaud. Monsieur le ministre, la procédure de ratification de ces textes est peut-être légale, mais leur contenu est inconstitutionnel. Avant de conclure, Monsieur le Président, je voudrais revenir sur ce mécanisme européen de stabilité dont l'entrée en vigueur était initialement prévue pour la mi-2013 et qui, bizarrement, à quelques semaines de l'élection présidentielle en France, a été avancé pour une mise en œuvre au mois de juillet 2012. Ce dispositif va au-delà de tout ce qu'a connu jusqu'ici au niveau européen, tout ce qu'on a connu en matière d'abandon de souveraineté, d'opacité et de recul démocratique. Loin, très loin des peuples d'Europe, sous la direction du condominium franco-allemand. Ce qui est en train de se mettre en place est une mécanique implacable de contrôle et de corsetage des finances publiques. Alors, Monsieur le Président, je vois bien que le temps s'écoule et je voudrais revenir sur le MES. C'est une société, en conclusion, c'est une société anonyme basée au Luxembourg. Écoutez bien, le MES n'aura de compte à rendre à personne, ni au Parlement européen, ni aux parlements nationaux, et encore moins aux citoyens des États membres. À l'article 35 de ce traité mécanisme, on peut lire ainsi, je cite, que dans l'intérêt du MES, le président du conseil de surveillance, les gouverneurs suppléants, les administrateurs suppléants, ainsi que le directeur général et les autres agents du MES, écoutez bien, ne peuvent faire l'objet de poursuites et bénéficient de l'inviolabilité de leurs papiers et documents officiels. Le secret pour protéger ces gens qui pourront perpétrer contre nos peuples tous les mauvais coups et qui n'auront de rendre de compte à personne. Vous votez déjà l'immunité.
comme dans les dictatures arabes, certains chefs d'État se font voter l'immunité avant de prendre l'avion. Alors, monsieur, mais vos hurlements et les décibels ne remplacent pas la qualité de l'argumentation. Vous trahissez l'intérêt national. C'est ça que vous ne voulez pas entendre. Monsieur le Président, je voudrais terminer. En réalité, c'est une Europe à 2 vitesses, à 3 vitesses même, qui est en train de se mettre en place sous le haut patronage de la vertueuse Allemagne. Une Europe de la discipline économique, des sanctions financières et de la rigueur libérale. Et comme l'écrivait début avril 2010 l'ancien ministre allemand des Affaires étrangères Joschka Fischer, Madame Europe s'est transformée en Frau Germania. Tout est dit, il fallait que cela fût dit, et la chancelière Merkel déclarait le 5 décembre dernier que l'Europe ne pourrait se faire sur de mauvais compromis, et elle avait raison, car les mauvais compromis d'aujourd'hui nourriront les heures sombres de demain, antidémocratiques, focalisés sur l'austérité, ne proposant aucune stratégie de soutien à la croissance. Ce projet de traité ne pourra jamais renforcer la solidarité entre les États membres. Ce n'est d'ailleurs pas son but. Il organise simplement la mise sous tutelle des faibles par les forts et acte la domination germano-française sur l'Europe au bénéfice de la grande finance. Nous ne voulons pas de cette Europe-là qui menace la paix pour demain. Nous voulons la paix, le développement et le droit au bonheur pour chaque citoyen d'Europe, comme le promettait déjà Saint-Just.